Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une question clé, je pense, pour tous ceux qui coachent ou suivent des jeunes athlètes. Oui, comment optimiser l'entraînement? Exactement. Comment faire pour que l'entraînement au volley, par exemple, soit pas juste bon pour la technique, mais aussi pour le physique, la force, la puissance et, point important, comment protéger les jeunes. Justement, on a mis la main sur une étude scientifique assez récente qui donne des pistes vraiment intéressantes là-dessus. Ah oui, on va regarder ça de près alors. Oui, tout à fait. C'est une publication du Journal of Sports Science and Medicine, le volume 23, qui est sorti fin 2024. Le titre est en anglais. Smaller formats of volleyball lead to greater improvements in lower limb strength and power, as well as reductions in landing forces. A randomized controlled study in girls. Ok, un peu long, mais le message clé, hein. En gros, ça dit que les formats de jeu réduits, les petits terrains quoi, améliorent plus la force et la puissance des jambes. Et aussi, point très intéressant, ça réduit les forces quand les joueuses atterrissent après un saut. D'accord. L'étude est signée Yuqing Duan, Li Weng, Qil Yu et Wanyu Wang. Et notre mission, si on l'accepte, Ah, toujours. c'est de décortiquer ça pour comprendre comment, juste en changeant la taille du terrain et le nombre de joueuses, on peut influencer ces qualités physiques super importantes. Alors, allons-y. Pourquoi s'intéresser comme ça au format de jeu? On sait bien que la force, la puissance, c'est essentiel au volley, hein, pour sauter haut, à l'attaque, au contre, pour servir fort. Oui, mais traditionnellement, on travaille ça souvent un peu à part. Musculation, pliométrie, des exercices, disons, analytiques. Sorti du contexte du jeu, quoi. C'est ça. Et c'est là que l'approche par les jeux réduits, les fameux SSG, Small Sided Games, devient assez séduisante. L'idée, c'est d'intégrer ce développement physique dans le jeu. Plus motivant, j'imagine. Oui, et plus spécifique. Les joueuses doivent lire le jeu, décider vite et en même temps faire des efforts intenses. On garde le contexte, la complexité du sport. Donc, au lieu de faire, je sais pas, des séries de squats sautés sur un banc, on joue, mais on joue d'une façon qui va solliciter les mêmes muscles, les mêmes qualités. Exactement. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer sur les règles, la taille du terrain, le nombre de joueurs, la hauteur du filet même, pour cibler des adaptations précises. D'accord? Mais la question qui restait un peu en suspens, c'était est-ce que tous ces formats réduits se valent vraiment sur le plan physique? Est-ce que jouer en 2 contre 2 sur un tout petit terrain, ça développe la force de la même manière qu'un 4 contre 4 sur un terrain un peu plus grand? Et surtout, l'impact sur les atterrissages. C'est souvent là que ça coince niveau blessure. Précisément, c'est un point crucial et c'est là que cette étude apporte quelque chose de nouveau. Peu d'études avant avaient vraiment comparé, de façon expérimentale, l'effet de différents formats de SSG sur les adaptations neuromusculaires. Neuromusculaire, c'est-à-dire? Comment le système nerveux et les muscles travaillent ensemble et s'adaptent à l'entraînement. Les chercheurs ont voulu voir si les formats très réduits, ils appellent ça SFG, Small Format Games, étaient plus efficaces que des formats un peu plus larges, LFG, Large Format Games, ou que l'entraînement, disons, classique. Et leur pari, c'était quoi, leur hypothèse? Leur hypothèse était que les SFG, les petits formats, seraient plus efficaces. Pourquoi? Moins de monde sur un petit terrain, ça veut dire plus d'action pour chaque joueuse. Donc une sollicitation individuelle plus forte. Logique, oui, ça tient la route sur le papier. Mais alors, comment ils ont vérifié ça, la méthode? Alors ils ont mis en place une étude assez solide, une étude contrôlée randomisée, ce qui est un peu le gold standard. Ça a duré 10 semaines au total, 1 semaine de test avant, 8 semaines d'entraînement spécifique et 1 semaine de test après. Et les participantes? 56 jeunes volleyeuses, environ 15 ans en moyenne, avec déjà 3-4 ans de pratique, issues de clubs régionaux. Elles ont été réparties au hasard, et ça c'est vraiment important, le hasard, en 3 groupes. Pourquoi c'est si important, le hasard? Pour être sûr que les groupes sont comparables au départ. Comme ça, si on voit des différences à la fin, on peut raisonnablement penser que c'est dû à l'intervention, à l'entraînement différent, et pas à autre chose. D'accord. Quels étaient ces 3 groupes? Alors, pendant les 8 semaines d'intervention, tout le monde continuait son entraînement habituel. Mais 2 groupes ajoutaient quelque chose. Le groupe SFG, donc Small Format Games, 19 joueuses, ils ajoutaient 2 fois par semaine 20 minutes de jeu en 2 contre 2 ou 3 contre 3 sur un terrain très réduit, genre un tiers du terrain normal. Le groupe LFG, donc Large Format Games, 19 joueuses, eux aussi ajoutaient 2 sessions de 20 minutes, mais en 4 contre 4 ou 5 contre 5 sur un terrain plus grand,
environ 2/3 du terrain. Le groupe LFG, Large Format Games, et le troisième groupe, le groupe Control, 18 joueuses, il faisait juste son entraînement habituel, sans ajout. Et pour être juste dans la comparaison, la structure de ces 20 minutes ajoutées, l'échauffement, les exercices, la durée des matchs, même la règle des 3 touches obligatoires, étaient la même pour les SFG et les LFG. La seule vraie différence, c'était le nombre de joueuses et la taille du terrain. Ils ont gardé ça constant pendant 8 semaines, hein? Ils ont introduit quelques petites variations, oui. Par exemple, changer un peu la hauteur du filet à mi-parcours ou ajouter une série de matchs, histoire de maintenir un stimulus suffisant. Mais ces variations étaient identiques pour SFG et LFG. Ok, c'est clair. Et pour voir si ça marchait, qu'est-ce qu'ils ont mesuré exactement? Pas juste le score des matchs, j'imagine. Non, bien sûr. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Des plateformes de force. Avant et après les 8 semaines, ils ont mesuré plusieurs choses clés avec des évaluateurs qui ne savaient pas à quel groupe appartenaient les filles, on dit en aveugle. Ah oui, pour l'objectivité. Voilà. Ils ont mesuré la force maximale des jambes, en statique, sur un test de traction mi-cuisse. La force maximale aussi pendant un squat jump, un saut sans élan. D'accord. Puis, la puissance maximale développée pendant un counter movement jump, un saut avec contre-mouvement, plus courant au volet. Et sur ce même saut, un truc super important, la force maximale à l'atterrissage. Le pic de force quand elle retombe, c'est ça? C'est exactement ça. Et enfin, ils ont aussi mesuré l'indice de force réactive, le RSI, avec un test de drop jump. En gros, c'est la capacité à rebondir vite et haut après un chute. D'accord, c'est une batterie de tests assez complète quand même. Bon, alors, le moment de vérité. Après ces 8 semaines, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que les petits terrains ont vraiment fait la différence? Eh bien oui, et de manière assez nette, les résultats sont, assez frappants. Ils montrent une interaction significative entre le temps et le groupe pour toutes les mesures. En clair, les groupes n'ont pas évolué de la même façon. Ok, Au départ, avant l'intervention, pas de différence notable entre les groupes grâce à la randomisation. Mais après les 8 semaines, alors, le groupe SFG, celui qui faisait les petits formats 2v2 et 3v3, a montré les améliorations significativement supérieures aux deux autres groupes, LFG et Control, pour quasiment tout. ah oui, Genre quoi, par exemple? Plus de force max au test de traction, plus de force max au squat jump, plus de puissance max au CMJ et un meilleur indice de réactivité RSI. Les chiffres sont assez parlants, hein. impressionnant. Et l'atterrissage, le point crucial. Et là aussi, le groupe SFG a montré une force maximale à l'atterrissage après le CMJ qui était significativement plus basse que celle des deux autres groupes. Plus basse. Mais c'est bien ça, non? Oui, c'est très positif. Ça suggère qu'elles absorbent mieux le choc, qu'elles ont développé une meilleure stratégie pour atterrir en douceur, si on veut, moins de contraintes sur les articulations. Donc, plus forte, plus puissante, plus réactive, et elles atterrissent mieux. Pas mal pour 2 fois 20 minutes par semaine. Exactement. Et l'autre résultat majeur, c'est presque le revers de la médaille. C'est-à-dire? Le groupe LFG, les grands formats, Eh bien, l'étude n'a trouvé aucune différence significative entre le groupe LFG, 4v4, 5v5, et le groupe contrôle, entraînement habituel, pour toutes ces mesures physiques après les 8 semaines. attends, aucune. Zéro bénéfice supplémentaire par rapport à l'entraînement normal pour la force, la puissance, l'atterrissage. C'est exactement ce que les données montrent pour ces paramètres précis. Ajouter ces sessions de jeu sur grand terrain n'a pas semblé apporter de plus-value mesurable sur ces qualités neuromusculaires spécifiques. Ça alors, ça c'est vraiment contre-intuitif, non? On se dit plus on joue, mieux c'est, forcément. Apparemment, pas forcément pour ces adaptations-là. Ça suggère vraiment que ce n'est pas juste le fait de jouer plus, mais comment on joue qui compte. La nature du stimulus offert par les petits formats semble vraiment unique. C'est fascinant, vraiment. Mais alors, il faut qu'on comprenne pourquoi. Qu'est-ce qui se passe de si différent dans un 2 contre 2 sur petit terrain? Pourquoi ça marche si bien pour ses qualités physiques et pas le 4 contre 4? L'explication numéro 1, avancée par les chercheurs et qui semble la plus logique, c'est la densité d'action. C'est presque mathématique en fait. Moins de joueuses sur un petit espace. Voilà. Ça veut dire que chaque joueuse touche beaucoup plus le ballon, ça c'est une chose, mais surtout elle réalise beaucoup plus d'actions intenses par minute. Plus de sauts, plus de déplacements rapides. C'est ça. Plus de sauts pour attaquer au contré, même sur filet bas, plus de démarrage explosif pour aller chercher une balle courte, plus de changements de direction, et donc, logiquement, plus d'atterrissage à gérer. Donc, individuellement, la charge de travail est bien plus élevée en SFG. Exactement. Et cette fréquence, cette intensité répétée, ça stimule beaucoup plus le système neuromusculaire.
Les muscles des jambes sont forcés de produire de la force, vite et souvent. Ce qui explique les gains en force et en puissance de saut, SJ-CMJ. Tout à fait. Meilleur recrutement des fibres musculaires, meilleure synchronisation, le muscle apprend à être plus efficace. Et pour les atterrissages plus doux, comment on explique ça? C'est juste parce qu'elles atterrissent plus souvent? C'est en grande partie ça, l'effet de la répétition spécifique. En multipliant les sauts et les réceptions dans un contexte de jeu où il faut vite se replacer, réagir, le corps apprend à mieux anticiper et gérer l'impact. C'est une sorte d'apprentissage moteur. Oui, le système nerveux affine la coordination des muscles au moment de l'atterrissage. Il améliore la proprioception, la perception de la position du corps dans l'espace, pour mieux stabiliser le genou, la cheville. Elle développe un freinage musculaire plus efficace, une meilleure capacité à dissiper les forces. D'accord, je vois. Et la réactivité, le RSI? Ça vient aussi de la nature même du jeu en petit format. C'est Effectivement. très réactif, justement. Beaucoup de petits sauts rapides, d'ajustements, de réponses explosives à des ballons inattendus. Ça sollicite énormément le cycle étirement-détente. Le fameux effet ressort des muscles et tendons. C'est ça. En le sollicitant souvent et rapidement, on améliore son efficacité, on apprend à mieux utiliser l'énergie élastique stockée, d'où un meilleur RSI. Et à l'inverse, pourquoi on ne retrouve pas ça en LFG, en 4v4 ou 5v5? Le jeu est trop dilué. C'est l'idée principale. Sur un terrain plus grand, avec plus de coéquipières pour couvrir l'espace, les efforts individuels sont répartis. Il y a plus de chances qu'une joueuse soit moins directement impliquée dans l'action à un moment donné. Moins d'opportunités pour ces actions intenses et répétées. Probablement. Le stimulus individuel, le nombre de sauts max, le nombre d'atterrissages contrôlés nécessaires, le nombre de changements de direction rapides par minute est sans doute plus faible. En tout cas, d'après cette étude, pas assez élevé sur 8 semaines pour déclencher les mêmes adaptations significatives que les petits formats sur ces paramètres neuromusculaires. C'est vraiment éclairant. On voit bien le lien direct entre la façon dont on conçoit un exercice, un jeu, et les effets physiques qu'on obtient. Mais bon, comme toute étude, il y a des bémols, j'imagine. Des limites. Oui, bien sûr. Et les auteurs sont transparents là-dessus. Une première limite, c'est la durée. 8 semaines. C'est suffisant pour voir des effets, mais on ne sait pas ce qui se passerait sur une saison complète ou sur plusieurs saisons. Est-ce que les gains continuent? Est-ce qu'il y a un plateau? Ou même un risque de surentraînement si on en fait trop? Ça reste des questions ouvertes. Mhm. Une autre limite, c'est qu'ils n'ont pas pu mesurer précisément la charge externe pendant les jeux. Idéalement, avoir des données GPS ou accélérométriques pour quantifier le nombre de sauts, la distance parcourue à haute intensité, ça aurait permis de confirmer de manière objective que les SFG étaient bien plus intenses mécaniquement. Et de mieux doser, peut-être? Exactement, pour savoir quelle est la dose optimale de SFG. Et puis, il y a la population étudiée. Des jeunes filles, niveau régional. Mouni, environ 15 ans. C'est un âge où on est souvent très entraînable, on progresse vite. Est-ce que les résultats seraient identiques? Est-ce que l'écart entre SFG et LFG serait aussi grand chez des joueuses d'élite, déjà très fortes, ou chez des garçons, ou à d'autres âges? On ne peut pas généraliser directement. Il faut rester prudent. D'accord, ces nuances sont importantes à avoir en tête. Mais malgré tout, si on est entraîneur, préparateur physique, ou même un parent qui suit de près son enfant volleyuse, qu'est-ce qu'on peut retenir de vraiment concret? L'implication pratique numéro 1, elle est quand même assez forte. Intégrer régulièrement des formats réduits, du 2 contre 2, du 3 contre 3 sur des terrains adaptés, ça semble être une stratégie vraiment efficace pour cocher plusieurs cases en même temps chez les jeunes joueuses. Améliorer la force des jambes, la puissance de saut et la sécurité à l'atterrissage. Le tout en jouant. C'est ça l'idée. C'est un outil très intéressant dans la boîte à outils de l'entraîneur. Ça peut très bien compléter, voire dans certains cas, peut-être remplacer une partie de la préparation physique, plus classique, plus analytique. Avec l'avantage d'être ludique et spécifique au volet. Exactement. Le transfert vers la performance en match pourrait être meilleur, car on travaille ses qualités dans le contexte du jeu, avec la prise d'infos, la décision, etc. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait des formats plus larges, 4v4, 5v5? On les met à la poubelle? Non, non, surtout pas. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces formats plus larges sont sûrement très utiles pour d'autres choses. La tactique collective, par exemple. La tactique, la communication sur un plus grand espace, la gestion des rotations peut-être, ils ont leur place. Mais ce que cette étude nous dit, c'est attention, n'utilisez pas le 4v4 ou le 5v5 en pensant que ça va spécifiquement développer la force max, la puissance de saut ou la qualité d'atterrissage, aussi bien que le 2v2 ou le 3v3. Pour ces objectifs-là, ça ne semble pas être l'outil le plus efficace, d'après ces résultats.
Il faut choisir le bon outil pour le bon objectif, en somme. C'est exactement ça, aligner le moyen avec la fin visée. C'est très concret comme message. Donc pour résumer très simplement, si on veut des jeunes volleyeuses plus fortes, plus explosives et qui atterrissent mieux, l'étude suggère fortement d'intégrer intelligemment des petits formats, 2v2, 3v3. Finalement, la taille du terrain et le nombre de joueurs, ça compte. Et peut-être pas comment le penser. Tu vois. Cette étude montre bien à quel point la conception même d'un exercice, sa structure influence directement les adaptations physiques. Jouer en 2v2, ce n'est pas juste moins de joueurs, c'est un stimulus différent. Hmm. Alors, la question un peu provocatrice qu'on pourrait se poser, c'est quelles autres manipulations, peut-être encore plus fines, on pourrait imaginer? Jouer avec la hauteur du filet de manière très ciblée selon l'objectif. Inventer des règles qui obligent certains types de sauts ou de déplacements. Utiliser différents types de ballons. Ajuster les dimensions exactes du terrain au centimètre près. Est-ce qu'on exploite vraiment tout le potentiel de cette ingénierie pédagogique pour optimiser chaque minute sur le terrain? Excellente question pour terminer et pour stimuler la réflexion. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, lire les détails de la méthode, voir les chiffres précis, on vous encourage bien sûr à consulter l'article original de Duhan et ses collègues. Il est paru en 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Oui, la lecture en vaut la peine. Et si ce genre d'analyse un peu fouillée de la recherche scientifique, mais appliquée au terrain, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines discussions. Un grand merci pour votre écoute aujourd'hui. On espère que cette exploration vous a apporté des éléments utiles. À